Bonsoir. Merci à la Fondation Abdelrahim Bouhabid, Feu c'est Abdelrahim Bouhabid et à CALI de l'invitation. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole et de dire quelques mots sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de la Banque centrale et de la politique monétaire. D'abord un petit mot en ce qui me concerne. Effectivement, j'ai eu à exercer des activités professionnelles dans le monde de la banque pendant près de 2 décennies. Et il y a déjà une décennie que j'ai quitté le secteur bancaire et je suis acteur dans le domaine de l'entreprise privée, dans le domaine économique et aussi acteur associatif et politique. Et je crois que le regard que j'ai aujourd'hui sur la Banque centrale est plus nourri par cette deuxième partie de ma carrière professionnelle que par la première. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et aussi avec beaucoup d'humilité le discours de feu c'est Abdelrahim Bouhabid lors de l'inauguration de la Banque du Maroc, aujourd'hui Banque El Maghreb. Beaucoup d'humilité parce que lorsque ce discours a été prononcé, eh bien, je n'étais pas encore né et je fais partie de la génération d'une décennie après. Mais ce que je retiens comme message fort de ce discours, c'est, j'allais dire, 4 éléments structurants. D'abord, une volonté de prendre en considération l'environnement national et international dans lequel se trouvait à l'époque le Maroc. Le deuxième point, c'est un sens aigu du patriotisme. Troisièmement, une très très grande autorité. Beaucoup l'ont rappelé aujourd'hui. Et enfin, une vision d'abord et fondamentalement économique plutôt que financière du rôle de la Banque centrale. D'abord, par rapport à l'environnement national et international, on voit bien qu'il y a une certaine colère contenue, intérieure, dans le discours de feu Abdelrahim Bouhabid, parce qu'il considérait, 4 années après l'indépendance politique et administrative et institutionnelle du pays, il était parfaitement conscient que l'indépendance du pays n'était pas totalement aboutie parce que nous n'avions pas l'autorité, la souveraineté sur l'émission de notre propre monnaie. Et donc c'était une colère contenue, intérieure, qu'il exprimait dans son propos, mais qu'il arrivait à domestiquer et à gérer en homme d'État qu'il était, puisqu'il avait en face de lui ceux qui ont combattu le Maroc. Et il avait en face de lui ceux qui étaient les adversaires du Maroc. Et il les a conviés à l'inauguration de la Banque du Maroc, ce qui représentait une volonté de s'adapter au contexte international et national. Je rappelle aussi, cela ne transparaît pas de façon très explicite dans le propos de feu Abdelrahim Bouhabid, mais on le sent, en tout cas ceux qui se préoccupent et qui connaissent ces sujets le sentent. La création de la Banque centrale marocaine est intervenue à 2 moments forts de l'économie internationale. Nous étions à l'époque, à la fin des années 50, c'était 59, on assistait aux premières fissures du système monétaire international qui était marqué par les décisions de Bretton Woods au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la suprématie du dollar et la fixité des monnaies internationales par rapport au dollar. C'est le système qu'on appelait le système du Gold Exchange. En 1957, les premières fissures ont commencé. Et on se trouvait en 1959. Et ce processus de déconstruction de cette suprématie a duré un peu plus d'une décennie. C'est en 1971 qu'il y a eu les accords de Washington et que la monnaie phare américaine qui était convertible en or a été suspendue par décision politique de Nixon. Deuxième élément de contexte international, nous étions au début de la construction de l'Union européenne. À l'époque, ça ne s'appelait pas ainsi, ça s'appelait la CE, la Communauté économique européenne, qui elle-même venait après la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et dans le discours de feu Abdelrahim Bouhabid, on voit bien qu'il sentait rapidement, très tôt, qu'il avait en face de lui comme interlocuteur non plus des pays, mais un ensemble de pays qui allaient s'agréger en groupe régional. Et la CE était dans ses premières
ses premières marches, puisque le traité de Rome remontait à 57. Je disais volonté de s'adapter au contexte international comme premier marqueur. Le deuxième marqueur, c'est le sens du patriotisme, qui est aussi dans la continuité du premier élément, puisqu'il souhaitait avoir un institut d'émission qui émettait la propre monnaie nationale, mais il souhaitait également avoir une devise marocaine forte, une monnaie nationale forte, un dirham fort, beaucoup moins pour des considérations financières et économiques que pour des considérations d'autorité de l'État, de positionnement du pays dans le concert des nations et de rayonnement du Maroc dans son environnement régional et international. De l'autorité aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, il y avait 3 chemins possibles pour récupérer la souveraineté monétaire. Il a choisi le chemin le plus exigeant, le plus difficile, et tout en étant dans une logique de négociation avec nos anciens adversaires, il a su, et il rappelle dans son discours qu'il est parti en mission en France pour arrêter un certain nombre de décisions, et il a choisi le chemin le plus exigeant, qui était celui de créer ex nihilo un institut d'émission nationale. Enfin, vision économique, parce que dans son discours, il présente et il rappelle et il précise les différentes missions de la Banque du Maroc, des missions classiques pour une banque centrale, des missions de la monnaie, de contrôle des établissements de crédit, de supervision du marché monétaire, de conseil financier au gouvernement, de financement également du secteur privé, mais il rappelle à plusieurs reprises dans son discours que le rôle économique de la Banque centrale est beaucoup plus important que son rôle financier et monétaire, et il considère qu'il serait totalement suicidaire de penser que la monnaie est l'alpha et l'oméga d'une politique économique. C'est un instrument important, mais ce n'est pas un instrument exclusif, et les considérations de développement économique et de promotion sociale des citoyens sont éminemment plus importants que les aspects purement financiers et monétaires. Donc voilà un peu les enseignements que je tire du discours fondateur de la Banque centrale marocaine. Alors, je voudrais vous féliciter de votre approche, parce qu'on dit qu'un pays, une nation, un peuple qui ne se souvient pas de son passé n'a pas d'avenir. Et l'exercice auquel vous nous avez soumis aujourd'hui est très utile, parce qu'il nous permet de comprendre ce qu'ont dit les pères fondateurs de notre pays. Abdelrahim Bouhabid en faisait partie, aux côtés d'autres. C'est Al-Fassi, c'est Mohamed Belhassan Al-Wazini, c'est Abdullah Ibrahim, c'est Mohamed Bousta et quelques autres. Mais ce qu'on peut noter au fil des décennies, c'est que si la pensée politique et économique de ces personnages illustres a été, disons-le, oubliée dans notre pays, pour des raisons essentiellement liées, je ne reviendrai pas sur ça, au fiasco, au collapse de notre système d'éducation et de notre système de culture, je dirais qu'il y a d'autres éléments structurants que nous avons produits sur ces 5 dernières décennies qui sont beaucoup plus simples. Ce ne sont pas du registre de la pensée de ces pères fondateurs, mais simplement des recommandations assez aisées en termes de mise en œuvre et qui, elles aussi, ont été oubliées. Je pense par exemple au rapport du cinquantenaire, au rapport de recommandation de l'instance équité et réconciliation, aux différents rapports de Banque al-Maghreb, aux différents rapports de la Cour des comptes, certains rapports intelligents de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Eh bien, on constate malheureusement que plusieurs de ces rapports sont restés lettres mortes. Et il y a une seule explication, il n'y en a pas deux, c'est parce que nous avons des déficits graves en termes de gouvernance publique dans notre pays. Et tant que nous n'aurons pas réglé ces problématiques de gouvernance, nous aurons beau proposer des idées géniales, des plans, des stratégies, eh bien, ça restera souvent, tout le temps, lettre morte. Alors, quels sont les enseignements que je tire par rapport à la situation actuelle ? Je voudrais, sur cette question, vous poser, enfin,
Je termine mon intervention, si vous le voulez bien, si j'ai aidé, et je réponds à votre question, pour qu'il y ait de la continuité, une logique et une cohérence dans mon propos. Je disais qu'il y avait 4 marqueurs, et je vais essayer de regarder la situation monétaire de notre pays d'aujourd'hui à travers cette grille de lecture. Le premier marqueur, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement national et international surtout. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans notre pays, nous avons voulu avoir un système bancaire et financier solide, c'est parfait, c'est utile pour notre économie, et une banque centrale indépendante. Et il a été rappelé il y a un moment qu'effectivement, la Banque centrale vient de voir la loi promulguant ces nouveaux statuts être mise en application récemment. La loi avait été approuvée par le Conseil de gouvernement il y a 2 ans, et elle a mis 2 ans dans le circuit législatif. Et plusieurs innovations ont été apportées, j'allais dire modifications ont été apportées, mais le point crucial, le point névralgique des modifications statutaires, c'est la mission de la Banque centrale. Et il est précisé que la mission principale de Banque El Maghreb, c'est la stabilité des prix. Je fais partie de ceux qui se sont élevés contre le changement des statuts de Banque El Maghreb. Je ne faisais pas partie de l'unanimisme d'il y a 2 ans lorsque mes collègues des 2 chambres parlementaires ont voté cette loi, conscient que j'étais, que c'était une erreur stratégique. Et je vais m'expliquer. Toutes les banques centrales, je dis bien, toutes les banques centrales dans le monde ont fait le chemin inverse. Cette idéologie de l'indépendance des banques centrales est une idéologie qui a pris naissance dans les années 80 et qui s'est consolidée dans les années 90 et qui a commencé à être battue en brèche au lendemain de la crise des subprimes et de la crise systémique mondiale. Et cette indépendance des banques centrales, comme je vous l'ai dit, est battue en brèche dans le monde entier. La Banque centrale du Japon n'est pas indépendante, elle est sous l'autorité du gouvernement. La Fed a une indépendance opérationnelle, mais elle est sous l'autorité du Congrès, et le Congrès peut à tout instant convoquer le gouverneur de la Fed, le président de la Fed, pardon, et il peut à tout instant changer la mission de la Fed et modifier ses statuts. La Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, a une indépendance de mise en œuvre de la politique monétaire, mais la définition de la politique monétaire relève du gouvernement et du chancelier de l'échiquier précisément, qui est le ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui définit ce que c'est que la stabilité des prix. Ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Lorsque le ministre définit cette stabilité des prix, le gouverneur de la Banque centrale met en œuvre la politique monétaire sur la base de la définition du gouvernement britannique, et dès qu'il y a une divergence par rapport aux objectifs et par rapport aux prévisions, le gouverneur est obligé de venir rendre compte publiquement, à travers une lettre publique qu'il envoie au ministre de l'économie et des finances, pour expliquer les raisons de la déviation et les corrections. La seule banque centrale, je dis bien la seule banque centrale, qui est restée arc-boutée sur cette notion d'indépendance, c'est la BCE. Pourquoi? Parce qu'elle est l'héritière de la Bundestag, qui est la banque centrale allemande, connue par sa rigueur, son orthodoxie. Mais même la BCE, j'allais dire, a mis un peu d'eau dans son thé. En réalité, elle a fait un peu marche arrière et elle a commencé à prendre en considération les problématiques des gouvernements, des problématiques essentiellement d'équilibre macroéconomique et d'épanouissement social des citoyens, d'équilibre social, en disant que la BCE, parce que son statut, il est inviolable, il est inscrit dans le traité de Maastricht et il ne peut être modifié que s'il y a une unanimité des 27 pays membres de l'Union européenne, ratifiée par les différents parlements ou par référendum. Ce qui a été convenu dans une négociation, c'est que la BCE, évidemment, reste focalisée sur son objectif principal, qui est celui de la stabilité des prix, mais qu'elle se préoccupe également de la stabilité économique et sociale, sans préjudice de la stabilité des prix, ce qui est une nuance importante. C'est vous ça?
J'ai terminé mes 12 minutes ou 15 minutes? Oui, oui, bien. Alors, donnez-moi 2 minutes pour prendre un deuxième exemple, et j'en finirai. Parce qu'effectivement, sur ce sujet, je pourrais parler très, très longtemps, et il y a énormément de problématiques à traiter. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est la maîtrise... Pour laisser bien sûr d'intervention de manière équitable aux autres intervenants. Merci pour votre compréhension et générosité pour 2 ou 3 minutes. La problématique des risques macro-prudentiels. Je serai rigoureux pour les comptabilités des 3 Merci. La problématique des risques macro-prudentiels, là aussi, la Banque centrale marocaine applique à marche forcée une réglementation macro-prudentielle édictée par le comité de Bâle, qui est un comité des sages, c'est des banquiers centraux de banques essentiellement anglo-saxonnes, qui sont destinés à maîtriser les risques bancaires. Sauf que cette réglementation, elle est appropriée pour des systèmes bancaires à dominante ou à caractéristiques anglo-saxonnes, c'est-à-dire essentiellement désintermédiés, ce qui veut dire que l'essentiel du financement de l'économie se fait à travers les marchés financiers. Plus de 60% du financement de l'économie américaine se fait à travers les marchés boursiers et financiers. Mais c'est une réglementation qui est suicidaire pour des marchés comme le nôtre, où 99% du financement de notre économie se fait à travers les banques. Et donc, il suffit qu'il y ait une réglementation draconienne pour qu'elle puisse avoir comme conséquence de déprimer la distribution du crédit bancaire et donc le financement de l'investissement, la croissance et la création d'emplois, situation à laquelle nous assistons. Et donc, je milite personnellement pour qu'il y ait une application d'une politique macro-prudentielle intelligente, entre guillemets, adaptée aux spécificités de notre pays. Et je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails de la politique macro-prudentielle, et notamment de Bâle III, qui renferme en son sein les germes d'un suicide collectif. Merci.